vais commencer mon intervention par un petit message introductif qui me tient à cœur. Vous dire avec quel plaisir et émotion je suis là aujourd'hui. Avec plaisir et émotion parce que l'émotion n'a pas de frontières, parce que le partage et les échanges n'ont pas de frontières et parce que la solidarité n'a pas de frontières. Je voulais également remercier Mona, qui, comme tant d'autres, défendent de vraies valeurs humanistes à travers des espaces physiques et virtuels avec force, ténacité et sans faiblir. Et tout ça me donne de l'espoir. Donc je voulais commencer par ce petit mot. Sans transition aucune, je vais commencer ma présentation. Alors je ne suis pas sur le même niveau que mes collègues qui vous ont, j'ai envie de dire, expliqué différentes pratiques, les usages du numérique, l'université devait changer. Mais je vais me passer sur un niveau plus institutionnel. Les universités ne réfléchissent plus au fait qu'il faille changer. Oui, il faut changer, on est dedans. Mais comment changer? Comment accompagner cette transition? Et c'est mon rôle, à travers le service que je dirige, le service universitaire d'ingénierie d'innovation pédagogique, de se poser ce type de questions. Comment on amène une communauté à modifier ses pratiques en profondeur? Comment on crée des synergies pour favoriser l'émergence de pratiques nouvelles au sein des établissements? Alors, ce que je vous dis, c'est ni une méthode pour modifier une institution, ni une vérité vraie, c'est la vision, la stratégie que l'Université de Lorraine a mise en place. C'est plutôt une proposition, j'ai envie de dire, vous faire connaître ce qu'on fait. Donc, les synergies et les dimensions qu'on prend en compte pour faire un changement culturel significatif et lever un petit peu tous les freins institutionnels et personnels, on travaille sur donc 3 grands axes. L'axe individuel, bien sûr, parce que tout être humain a une forte réticence au changement, c'est normal. On est fait comme ça, plus ou moins, j'ai envie de dire, prégnante d'un individu à l'autre, mais tout le monde a une réticence au changement. Donc il faut travailler au niveau individuel, au niveau institutionnel, bien sûr, parce que l'Institut doit aussi favoriser ce changement. Sans l'institution, il va être difficile, j'ai envie de dire, de pousser les frontières. Et puis au niveau collectif. Parce que comme vous l'avez vu pour mes collègues, c'est peut-être qu'ils font ça seuls dans leur coin, ou peut-être qu'ils le font aussi avec des équipes pédagogiques, mais le changement ne peut se faire que si on travaille avec ses collègues, étroitement avec ses collègues. Alors au niveau institutionnel, il y a plusieurs actions à mettre en place. Et ça tombe bien parce que vous en avez déjà vu une sur les espaces d'apprentissage. Si l'institution ne favorise pas la création de nouveaux espaces d'apprentissage, il va être très difficile de mettre en place des pédagogies actives. Donc au sein de l'établissement de l'Université de Lorraine, nous nous préoccupons de ces espaces d'apprentissage et nous avons créé des appels à projets, qui va être bientôt lancé, pour que chaque faculté puisse y répondre et réfléchir de nouveaux espaces d'apprentissage, que ce soit dans la salle de cours, mais aussi des espaces d'apprentissage non formels. Les couloirs, les cafés, des espaces partagés entre étudiants, enseignants, personnel d'université qui contribuent aussi, j'ai envie de dire, à construire l'université et qui contribuent au bien-être de l'université également. Donc nous travaillons sur ces espaces et donnons les moyens financiers et aussi des moyens d'accompagnement pour que ces espaces soient revisités. Ça nous semble important pour que les pratiques soient modifiées. L'institution s'est aussi emparée de la problématique de ce changement en créant des structures telles que la mienne, le SU2IP, mais aussi la sous-direction des usages du numérique qui accompagne aussi les enseignants à travers un certain nombre d'outils qu'ils proposent, mais aussi comment utiliser ces outils à bon escient. Et là, ça rejoint un petit peu plus la présentation de Sébastien aussi, de nous dire si on remplace un outil par un autre sans rien changer, finalement, est-ce qu'on ne se complique pas la vie? Donc il est important aussi de les accompagner dans la prise en main de ces outils pour qu'ils soient transformateurs de pratiques.
Et nous avons aussi créé un comité stratégique d'ingénierie et d'innovation pédagogique. Ce comité stratégique, comme son nom l'indique, a pour vocation de s'emparer des questions de transition et de transformation de pratiques au sens large sur tout l'établissement et de mettre en place des politiques diverses pour travailler sur les freins forts liés au changement. Et nous avons aussi créé des comités de pilotage. Ces comités de pilotage, souvent, sont créés pour, j'ai envie de dire, piloter des grands projets d'établissement tels que les IDEFI, les initiatives d'excellence pour les formations innovantes. Donc, il y a eu un grand appel à projet au niveau national en France et nous sommes partenaires de 6 IDEFI. Et c'est pareil, l'université a des difficultés de se mettre en mode projet. De par sa structure hiérarchique, pyramidale, tubulaire, qui fait que la transversalité pour, j'ai envie de dire, faire émerger des projets et mettre les gens dans une dynamique, c'est compliqué. Donc on crée comme ça des structures qui s'emparent des questions et mettent en place une vraie politique, une vraie stratégie en place. Et le SU2IP, j'ai envie de dire, est le bras armé de ce comité stratégique, puisqu'il a en charge de mettre en œuvre après ces actions. Et nous travaillons également, je voudrais bien par contre ma bouteille d'eau, si tu veux. On travaille également sur la reconnaissance de l'investissement des enseignants. Ils sont un peu schizophrènes entre enseignants, chercheurs, enseignants, mais qui en même temps, s'ils travaillent sur leur recherche, auront plus de chances d'avancer dans leur carrière. Et que s'ils travaillent sur l'enseignement, ce n'est pas forcément reconnu. Et ça, c'est un vrai frein à cette transformation. Donc, en ce moment, est à l'étude, au niveau politique, de prendre en compte l'axe enseignement dans la carrière des enseignants. Donc, c'est de travailler justement sur ce levier qui nous semble primordial pour que les enseignants s'emparent de cette question. Et nous travaillons également sur de mettre à pied d'égalité la pédagogie et la recherche, pourquoi pas avec des prix d'excellence, comme il peut y avoir aussi pour la recherche, avec aussi des publications reconnues. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du SOTL, Scholarship of Teaching and Learning, qui permet à des enseignants qui s'emparent de la question de la pédagogie, de valoriser leurs actions aussi, et de faire connaître à la communauté leurs initiatives. Et de publier également dans des colloques dédiés, comme celui-ci ou ailleurs, des colloques dédiés aux questions de la pédagogie. Et nous lançons aussi des appels à projets structurants pour l'établissement. Parce que est-ce que chaque petite initiative dans un coin, à l'initiative d'un enseignant, fait qu'une institution va se transformer? Nous pensons que des projets structurants, collectifs, peuvent permettre cette transformation, peut aussi créer une dynamique réelle pour l'établissement. Et c'est pour ça que nous allons lancer très prochainement un appel à projet également pour que ces initiatives fassent tache d'huile au sein de l'établissement. Ensuite, la dimension individuelle. Comme je vous l'ai dit, ça touche aussi l'institution pour permettre que l'axe enseignement soit reconnu dans la carrière, mais ça touche aussi l'individu en premier. Nous travaillons aussi sur la valorisation des initiatives. Qu'est-ce que nous entendons derrière valorisation des initiatives? C'est permettre aux enseignants qui mettent des actions en place de les faire connaître auprès de leurs collègues, de communiquer, de mettre en place des actions de communication au sein d'établissements. À l'Université de Lorraine, nous sommes 3700 enseignants. Comme partout ailleurs, il y en a qui font de belles choses et d'autres qui ne font pas pour autant de mauvaises choses, mais qui ont une réticence au changement. Et dans ces initiatives, il y a beaucoup d'innovations pour certains, ou la mise en place de nouvelles pratiques, mais elles sont méconnues. Souvent, on va chercher l'expertise ailleurs, alors qu'on l'a sur place parce qu'on ne connaît pas ce que les enseignants font. Donc déjà, mettre en place des actions de valorisation au sein de son établissement pour montrer ce qui existe au sein de l'établissement est aussi un axe fort pour dynamiser
une communauté enseignante. Et nous, ça nous permet d'identifier ces expertises également pour s'appuyer dessus, s'appuyer sur ces expertises pour qu'il y ait des formations entre pairs également au sein de l'établissement. Ça nous permet également de créer des communautés, des réseaux d'enseignants qui réfléchissent ensemble à leurs pratiques, à leurs initiatives, pourquoi ils en sont là, pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qui les a amenés à faire ça, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas, qu'est-ce qu'ils voudraient connaître. Donc ça crée vraiment une dynamique de partage et d'expérience. Et puis aussi, nous travaillons sur l'axe de professionnalisation. Il y avait une question dans la salle qui avait été posée finalement tout à l'heure. Il y en a qui ne veulent pas forcément se lancer parce qu'ils n'en maîtrisent pas, j'ai envie de dire, toutes les ficelles. Le temps, par exemple. Oui, mais si je change, comment je vais gérer ce temps? Mais si je change, comme l'a dit Samuel, peut-être que je vais me mettre en danger. C'est plus confortable de parler et d'être dans un mode transmissif que collaboratif. Toutes ces craintes, tous ces freins font que des fois ça freine l'initiative et ça freine la création d'une dynamique novatrice. Donc pour ce faire, nous avons mis en place une analyse de besoins déjà, mais c'est difficile aussi pour des enseignants d'exprimer leurs besoins. Qu'est-ce que vous voulez être formé à quoi? Eh bien, c'est difficile quand on ne connaît pas forcément les sciences de l'éducation, de savoir quels sont nos besoins réellement et de les formaliser. Par contre, et c'est assez paradoxal, les enseignants nous disent on a besoin de techniques, de recettes facilement applicables. On manque de temps. On n'a pas le temps de se former. On a plein de choses à faire. La recherche est chronophage, l'enseignement aussi. Plus si on a des charges administratives en plus et des responsabilités, donc on manque de temps, on veut des recettes rapides. Donc on a fait des formats de formation et de sensibilisation assez courtes, et puis finalement on s'est rendu compte qu'une fois qu'ils sont là, ils ne veulent plus partir. Et puis ils nous disent, mais c'est trop court. On voudrait plus de choses, aller plus profondément dans les sciences de l'éducation, n'ayons pas peur du mot. Connaître un petit peu tout ce qu'il faut faire et mettre en place pour changer tout ça. Donc sur 3700 enseignants, vous comprendrez également que les besoins sont différents, la connaissance est différente et qu'il est difficile de s'adapter à chacun d'eux et de satisfaire tout le monde. Et puis quand on dit professionnaliser, qu'est-ce qu'on veut faire de nos enseignants? Comment on voit la profession dans 10 ans, dans 15 ans? Est-ce qu'on va en faire des professionnels technicistes, on leur donne une recette et ils l'appliquent? Ou est-ce qu'on va en faire des praticiens réflexifs, comme le dit Paquet, capables de prendre du recul, de la réflexivité? Donc on met des actions de formation en place, mais aussi des temps d'échange, d'analyse de pratique, d'études de cas, qui permet de poser la problématique et de répondre mieux et de cibler les besoins des enseignants. Nous faisons des actions de sensibilisation également, comme celle-ci ou comme d'autres, sous différents formats. On essaye d'innover également, pour mettre les enseignants dans différentes positions également, de les immerger dans ce que pourrait être le collaboratif. Et très prochainement, on va mettre en place des ouvroirs de pédagogie potentielle, à l'instar des ouvroirs de littérature potentielle, c'est-à-dire réfléchir sur la contrainte. On les met dans des espaces, on essaye de, par exemple, comment on peut apprendre ou comment on peut mettre des pédagogies actives dans un amphi, comment on peut utiliser les Fab Labs dans notre pédagogie. Et donc, avec une communauté, on essaye de réfléchir, avec des étudiants également, dans cette réflexion, de réfléchir aussi et de travailler sur les représentations des uns et des autres et de proposer des guides au reste de la communauté. Et on travaille également sur le collectif. Parce que pour avancer, il faut une culture commune. Si on ne parle pas des mêmes choses, si on n'y met pas les mêmes représentations. Derrière un mot,
il va être difficile de communiquer. Tout le monde n'est pas issu des sciences de l'éducation. Si vous êtes des sciences dures, peut-être que le verbiage des sciences de l'éducation ne vous parle pas. Ou peut-être que vous mettez derrière des représentations, des conceptions différentes. Donc on veille aussi à travailler sur une culture commune où il y a du débat, de la controverse, mais en même temps ça sert à avancer, ça sert à créer des liens, des échanges et se mettre d'accord, trouver du consensus. C'est important aussi cette étape de consensus entre chacun. Donc on essaye de construire une culture commune avec des réseaux internes et des réseaux externes, des réseaux pédagogie, de correspondants pédagogie et numérique, où on réfléchit également ensemble à la meilleure façon de diffuser les initiatives, d'informer le reste de la communauté. Je vois pas, Mona. D'informer le reste de la communauté. Merci. Et nous mettons aussi à disposition un certain nombre de ressources et d'informations. Ressources et informations qui peuvent tomber top-down, mais aussi des ressources et des informations qui sont co-construites par les enseignants. Nous allons également les identifier, les former, les filmer, les interviewer. Par exemple, sur une modalité, la modalité par exemple de la classe inversée, de se dire, voilà, on a une expertise en interne, comment ils l'ont vécu, comment ils l'ont mise en place, quels ont été les freins pour un, les freins pour l'autre, comment ils se sont affranchis des difficultés. Donc tout ça participe également à communiquer des ressources et à identifier les enseignants qui travaillent à l'Université de Lorraine. Et nous mettons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en place des lieux d'échange, de partage. Et ces lieux d'échange et de partage, comme les Oupepo par exemple, ou d'autres choses, ou des ateliers de pédagogie curieuse, ou des cafés pédagogiques, nous permettent aussi d'identifier des enseignants qui eux-mêmes ont un temps d'avance, ou se sont formés déjà à la pédagogie, mais n'ont pas été identifiés par l'établissement. Et on l'a vu tout à l'heure aussi, à quel point le travail en équipe est important. On ne peut pas changer un programme tout entier seul. Et pourtant, il faut trouver de la cohérence, mettre de la cohérence dans nos programmes de formation, mettre des pédagogies actives, de la transversalité. Travailler sur des compétences transverses également suppose qu'il y a plusieurs enseignants qui doivent se pencher sur la question. Donc le travail en équipe est important et pourtant ce n'est pas dans notre culture de savoir ce que l'autre enseignant en fin d'UE fait. Peut-être qu'on a un titre tout au plus, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y met dedans, comment il aborde les choses, et peut-être qu'il y a une redondance, et peut-être pas une bonne redondance. Donc faire en sorte que les équipes travaillent ensemble, discutent, échangent, pour construire des curricula cohérents, c'est la base du changement également. Donc voici les axes sur lesquels on travaille, et pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche à faire finalement. On agit sur ces trois dimensions, individuelles, collectives et institutionnelles, pour la création d'un commun, comme l'a dit tout à l'heure Samuel, dans le sens de la capacité qu'a une organisation de co-construire ensemble, de construire des activités ensemble et du faire ensemble autour de la mutation ou de la transformation des pratiques pédagogiques. Et je vous ai mis une petite citation de Gilles Deleuze. « Jamais les choses ne se passent là où on croit, ni les chemins qu'on croit, ni par les chemins qu'on croit. » Parce que quand on parle d'innovation, c'est bousculer un petit peu le contexte institutionnel. Donc même si c'est l'institution qui pense que le changement va se passer par là, non, ça passe par les individus. Donc on est souvent très surpris de la façon dont les choses se passent, et tant mieux. Je vous remercie.